Pour qu'un nom se distingue parmi les innombrables atrocités d'une sombre période de l'histoire, la Seconde Guerre mondiale, il faut que les crimes soient d'une horreur absolue. Et ça a été le cas d'un homme, Marcel Petiot, surnommé sobrement Docteur Satan. Sous couvert de la France occupée, il menait une double vie. D'abord celle d'un médecin respectable et de l'autre celle d'un tueur en série, parmi les plus abjects de l'histoire. L'histoire de Marcel Petiot est celle d'une descente aux enfers, celle d'un homme qui passa de petits délits à des crimes d'une monstruosité inouïe. Mais face à toutes les horreurs dont il est à l'origine, il y a une question qui se pose, c'est comment a-t-il fait pour échapper pendant aussi longtemps à la justice? C'est à la date du 17 janvier 1897, à Auxerre, que naît Marcel Petiot. Et très tôt, il y a quelque chose chez lui qui semble défaillant. À 11 ans, il commet un geste qui glace encore toutes les mémoires. Un matin, il emporte l'arme de son père à l'école et il tire en plein dans sa classe sans aucune raison. La même année, un autre incident vient troubler son entourage. Il a des comportements extrêmement déplacés vis-à-vis d'une de ses camarades de classe, allant même jusqu'à des agressions intimes, ce qui laissait déjà entrevoir une étrangeté inquiétante vis-à-vis de ce jeune garçon qui allait devenir plus tard un réel monstre. Parce que derrière les traits d'un simple écolier, on devine qu'il y a un esprit perturbé. Et ces premiers incidents marquent une longue série d'ennuis. Marcel est exclu de plusieurs établissements scolaires car il est complètement incapable de respecter la moindre règle. Et c'est une fois qu'il passe l'adolescence que là, il franchit une ligne. Il vole une boîte aux lettres, il saccage du matériel public. Et pour cela, il est arrêté et c'est là qu'il subit sa première évaluation psychologique. Le verdict tombe, rien d'étonnant, Marcel est atteint de troubles mentaux. Mais c'est quelque chose qui va en sa faveur parce qu'à la suite de ce diagnostic, les charges qui sont portées à son encontre sont abandonnées. Par contre, il n'est pas pour autant traité vis-à-vis de ce qu'on lui a décelé. Alors Marcel continue d'emprunter cette pente glissante. Il continue de multiplier les petits délits et il est complètement indifférent aux avertissements, aux diverses arrestations. Et en 1914, après de nombreux écarts, les médecins confirment de nouveau que Marcel est atteint d'instabilité psychologique. Et derrière cette façade d'adolescent un peu turbulent qui n'aime pas respecter les règles, il y a quand même quelque chose de plus sombre qui commence déjà à se dessiner. L'année 1914 est passée, la France rentre dans la Première Guerre mondiale. Et malgré ces diverses arrestations, les divers troubles qu'il a pu causer, Marcel postule pour rejoindre l'armée en 1916. Il est accepté au sein des forces armées, mais il n'a pas le temps de briller. Lors de la seconde bataille de l'Aisne, il est blessé et donc envoyé en évaluation médicale et là les médecins lui décèlent une crise nerveuse sévère. Donc fini la guerre pour Marcel. Il est transféré dans plusieurs maisons de repos destinées à accueillir des soldats traumatisés. Et alors, on ne sait pas pourquoi, est-ce que c'est parce qu'il voulait tuer des gens légalement, si on peut dire ça comme ça, par le biais de la guerre, ou pour d'autres raisons? L'intégration de Marcel dans le rang des forces armées ne l'a pas cadré. Bien au contraire, ça n'a fait qu'empirer ses pulsions et ses troubles. Donc très vite, Marcel, qui continuait ses larcins, a été encore une fois arrêté et on l'accusait d'avoir, par exemple, volé des couvertures militaires, de la morphine, mais même des objets appartenant à d'autres soldats en convalescence. Toi, tu vas faire la guerre, défendre ton pays, tu es blessé, tu reviens, t'as un mec qui te vole tes affaires, alors que t'es en train de te reposer parce que t'as été blessé pendant la guerre. Pas cool Marcel. Marcel était encore jeune. Il agit par opportunisme, cynisme, mais aussi instabilité. Il a été interné à l'hôpital psychiatrique de Fleury-les-Aubrais et encore une fois, on lui diagnostique des troubles mentaux sévères. On lui a administré un traitement plutôt sommaire, ensuite on a considéré qu'il était plus ou moins guéri et on l'a renvoyé au front en juin 1918. Mais encore une fois, Marcel n'est pas resté longtemps sur le champ de bataille. Il s'est blessé au pied, pas en défendant son drapeau, pas en essayant de sauver d'autres soldats, non. Il a juste pris une grenade qu'il a mal manipulée, ça lui a explosé au pied. Donc finalement on a jugé Marcel inapte au combat et on l'a renvoyé dans la vie civile. Fini la guerre pour lui et il avait même une pension militaire pour invalidité. On aurait pu croire à ce moment-là que participer à la guerre, brièvement, allait mettre fin aux dérives de comportement de Marcel. Pas du tout. Après la guerre, il a profité d'un programme d'éducation accéléré. C'était quelque chose de mis en place pour les anciens combattants pour qu'ils puissent se réintégrer après la guerre. En à peine 8 mois, il arrive à terminer des études de médecine. Un exploit qui a été rendu possible par la pénurie des médecins après le conflit de la guerre. Donc Marcel, il prévoit une plutôt belle reconversion. C'est ensuite à Évreux qu'il a réalisé son internat et pour une fois, il n'a pas causé de troubles. Il était plutôt discret, appliqué. C'est comme si Marcel avait décidé enfin de suivre un chemin plutôt respectable. Et c'est au mois de décembre, en 1921, que là Marcel obtient enfin
son diplôme de médecin. Il part ensuite à Villeneuve-sur-Yonne, mais là, son naturel revient au galop. Il se met à commettre encore des crimes. Mais cette fois-ci, pas des petits larcins. Il met en place carrément des arnaques au travers de son nouveau titre, son titre de médecin. Ce qu'il faisait, c'est qu'il prescrivait à des patients des médicaments qui étaient très addictifs, alors qu'ils n'en avaient pas forcément besoin. Donc les patients revenaient de plus en plus pour avoir des prescriptions des médicaments. Marcel, lui, déjà, gagnait de l'argent avec ses consultations. Il gardait les personnes qu'il rendait addictes aux médicaments et derrière leur dos, il remplissait des demandes d'assistance médicale à l'État. Comme ça, il était payé 2 fois. Une fois par ses patients qui venaient en consultation et une deuxième fois par le gouvernement. Petit à petit, des rumeurs commencent à entourer notre nouveau médecin. On commence à raconter qu'il réalise des avortements clandestins et on dit même qu'il vole de l'argent ou des biens à certains de ses patients qu'il avait justement réussi à garder sous son contrôle. En 1926, Marcel fait la connaissance d'une femme, Louise Delaveau. Elle est la fille d'un de ses patients assez âgé et en mai 1926, elle disparaît. Personne ne sait où elle est partie et beaucoup supposent que cette malheureuse jeune femme était la première victime de Marcel, mais rien n'a pu être prouvé. Peu de temps après la disparition de Louise, des voisins ont rapporté avoir vu Marcel rôder. Il a même été vu en train de charger un grand coffre dans sa voiture. Et malgré les soupçons qui ont pu être éveillés et l'enquête de la police, rien n'a pu être retenu contre ce médecin. Et quelques semaines plus tard, étonnamment, dans Lyon, un coffre similaire à celui qui a été chargé dans la voiture de Marcel Petiot est repêché. À l'intérieur, on a retrouvé des morceaux de corps de femmes et l'identité de cette femme n'a jamais pu être confirmée. Tout le monde sait que Marcel est probablement concerné par cette histoire, mais il n'y a aucune preuve qui permet de le relier réellement à tout ça. Donc il est encore une fois assez serein. Mais bien que l'affaire de la disparition de Louise avait quand même fait un peu de bruit, Marcel lui ne s'est pas dit qu'il allait se tenir un peu à l'écart et se faire profil bas. Pas du tout. Il s'est présenté pour devenir maire de Villeneuve-sur-Yonne et il a été élu. 1 an plus tard, il rencontre une femme qu'il épouse, Georgette Lablais, qui elle était la fille d'un riche propriétaire terrien. Et ensemble ils ont eu un enfant, un garçon qui est né en 1928. On pourrait penser que Marcel aurait la belle vie. Il a sa femme, un fils, il est médecin, maire, donc plutôt reconnu. Pas du tout. Son mandat de maire a très mal tourné. Il a été, si on peut dire ça comme ça, victime ou plutôt au cœur de beaucoup de scandales, c'est-à-dire qu'il détournait des fonds, il réalisait des vols, des fraudes. Concrètement, son mandat de maire a été marqué par beaucoup d'irrégularités. Donc il a été mis sous pression et au bout d'un certain temps, ne supportant plus vraiment la pression, il a préféré démissionner. Mais il s'est dit, c'était quand même pas mal travailler pour le gouvernement d'une manière. Donc plus tard, il s'est représenté pour devenir conseiller municipal. Certains, quand il était maire, l'appréciaient. Marcel Petiot, c'était quelqu'un qui était assez charismatique, qui savait parler aux gens, donc il avait quand même des soutiens, ce qui lui a permis d'être élu comme il le souhaitait en tant que conseiller municipal. Encore une fois, son mandat a été de courte durée parce que Marcel Petiot volait, pas de l'argent cette fois-ci, mais de l'électricité. Là pour lui, c'en était trop, il se dit, j'ai peut-être quitté le lieu de mon crime, donc il part de Villeneuve-sur-Yonne et il décide de se reconstruire ailleurs. Et c'est là qu'il va donc s'installer à Paris. Là-bas, il ne se reconstruit pas, il fait pas amende honorable, il décide de s'inventer une vie. C'est effectivement un autre moyen de voir les choses. Il écrit de fausses références pour se donner de la valeur en tant que médecin, et donc il arrive avec ces fausses références à attirer une nouvelle clientèle dans son cabinet médical, une clientèle plutôt aisée. Et encore une fois, avec ses clients, il réalise beaucoup de manipulations. Toujours des prescriptions de médicaments rendant addicts, il continue, encore une fois aussi, à manipuler ses patients pour détourner leurs biens, leur argent. Et à un moment donné, ça s'est su. Donc Marcel Petiot a été interné pour un problème, le problème de kleptomanie. Mais encore une fois, il a réussi à sortir de son internement plutôt rapidement. Bon, à ce moment de sa vie, Marcel Petiot était pour sûr quelqu'un d'instable, de profondément amoral, avec des troubles mentaux. Il a probablement déjà tué une personne, mais pour le moment, rien ne justifie le fait qu'on puisse le surnommer plus tard Docteur Satan. Mais c'est avec l'arrivée d'un grand événement de l'histoire que tout allait changer pour lui. Ce grand événement, c'était la Seconde Guerre mondiale. Dans le chaos de l'occupation allemande, alors que Paris vivait clairement dans la peur, avec le rationnement des vivres, les rafles, Marcel Petiot, lui, il a encore une fois analysé la situation pour trouver des opportunités. Et il a trouvé l'occasion rêvée d'exploiter la détresse humaine à une échelle inimaginable. Parce que c'est pendant cette période que ses penchants les plus sombres, les plus glauques, allaient réellement voir le jour. En 1940, Marcel réussit à échapper à la conscription forcée
imposée par les Allemands. Tout ça grâce à de faux certificats médicaux. Il était médecin, il pouvait donc en faire facilement, déclarant qu'il avait une invalidité. La conscription, pour vous dire rapidement, c'est le fait de rejoindre les forces armées, entre guillemets, par obligation. En gros, c'est les personnes civiles doivent rejoindre les forces armées. Et Marcel Petiot, en se déclarant invalide, a pu échapper à tout ça. Donc Petiot, plutôt que de participer à la guerre sur le front, reste dans l'ombre et se fait encore une fois passer pour un médecin. Il se présente comme un héros caché. Il affirmait appartenir à la résistance française et il prétendait lutter contre l'occupation allemande. Il a pris un pseudonyme, celui de Docteur Eugène, pour masquer son identité, et il a mis au point une des escroqueries les plus macabres de la période de la Seconde Guerre mondiale. Il prétendait diriger un réseau d'évasion pour les juifs, les résistants et certains criminels. En gros, il prétendait vouloir aider tous ceux qui étaient recherchés par les Allemands. Il disait qu'il pouvait faire passer les gens en Argentine ou dans d'autres pays d'Amérique du Sud via un passage au niveau du Portugal. Mais naturellement, ces services avaient un prix. 25 000 francs, et par personne, ce qui correspond, si j'ai bien fait la conversion, à un peu moins de 6 000 euros. C'est cher, mais après, quel est le prix d'une vie? Donc, il invitait les personnes qui voulaient s'enfuir chez lui, et il leur disait qu'il fallait faire un petit vaccin, une petite injection, obligatoire, par précaution pour aller en Argentine. Sauf que dans la seringue, ce n'était pas n'importe quel produit, c'était du cyanure. Ouais, presque 6 000 euros pour se faire injecter du cyanure, on peut le dire, oui, ça fait extrêmement mal de se prendre ça dans le derrière. Les victimes mouraient en quelques minutes sans savoir qu'elles avaient en fait été trahies par un homme en qui elles avaient placé leur confiance. Ensuite, Petiot, comme à son habitude, dépouillait les corps, il prenait tous leurs biens et ensuite il devait se débarrasser des cadavres. D'abord, il les jetait dans la Seine. Sauf que voyant que son activité marchait plutôt bien, il se dit qu'au bout d'un moment, on allait voir énormément de corps flotter sur la Seine à Paris. Donc il s'est dit, autant faire la destruction des corps aussi à domicile, et il a décidé soit de dissoudre les corps avec de la chaux, soit de les brûler directement dans sa propriété. Et petit à petit, son réseau a commencé à attirer l'attention. Mais pas par l'armée française, pas du tout, par la Gestapo. Donc par les Allemands qui occupaient Paris. Comment la Gestapo a pu se poser des questions? C'est plutôt simple. Eux, ils cherchaient des gens, et ils se rendaient compte que ces gens, ils n'arrivaient pas à les trouver. Donc au bout d'un moment, ils se sont dit, mais où est-ce qu'ils peuvent bien partir? Et petit à petit, eh bien dans les rumeurs qui circulaient dans la ville, on pensait que potentiellement, le fameux réseau d'évasion du Docteur Eugène était efficace. Parce que les personnes qui voulaient s'enfuir allaient le voir, et on n'entendait plus parler d'elles, donc on se disait que peut-être il arrivait à les faire partir. Donc la Gestapo a enquêté, et ils ont commencé à comprendre que le fameux réseau d'évasion était dirigé par le Docteur Eugène, c'est-à-dire Marcel Petiot. D'ailleurs, les Allemands étaient réellement convaincus qu'il était vraiment un agent de la résistance. Donc il a été placé sous surveillance, et au bout d'un moment, pour être vraiment sûr des choses, la Gestapo a décidé de le piéger. Ils ont donc utilisé un de leurs prisonniers, Robert Dreyfus, pour qu'il s'infiltre dans le réseau. Il devait se faire passer pour un candidat pour se faire exfiltrer, et comme les autres, Robert Dreyfus a disparu. Il a très probablement connu le même sort que les autres victimes. La Gestapo continue donc de s'intéresser à Marcel Petiot. 3 des complices du bon docteur se sont fait arrêter. Ils ont été torturés, sauvagement, parce que pour les Gestapo, ce n'étaient pas des tueurs, c'était des résistants. Donc ils sont persuadés que ces personnes ont de grandes informations à fournir. Mais n'étant en réalité pas du tout membres de la résistance française, les torturés n'ont pu donner aucune information. La Gestapo était loin de se douter de la réalité des choses. Ils ne se doutaient absolument pas que le réseau d'évasion n'existait pas et que les personnes qui disparaissaient ne quittaient pas le pays, mais étaient tout simplement morts. Et que probablement beaucoup des personnes recherchées étaient dissous dans le sous-sol du domicile de Marcel Petiot. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a une énorme dualité. La Gestapo pense que Marcel Petiot est un héros français qui gère un réseau d'évasion clandestin alors que c'est juste un tueur en série. Clairement à ce moment-là, Marcel Petiot et la Gestapo jouent dans le même camp. La Gestapo veut arrêter des personnes et sûrement les envoyer dans des camps, les tuer. Marcel Petiot fait le travail à leur place. Mais le 11 mars 1944, pour le docteur Eugène, les choses commencent à vriller un petit peu. Depuis plusieurs jours, les gens se plaignent autour de là où il vit d'une odeur vraiment abominable. Et il n'y a aucun doute possible, l'odeur vient de chez lui. Certains avaient déjà remarqué aussi d'épaisses fumées noires qui sortaient de sa cheminée, comme si quelque chose brûlait, mais ardemment, pas comme une cheminée classique. Et les habitants alentour ont eu peur. Ils se sont dit, il y a peut-être un incendie. Donc, la police a été contactée. Les autorités qui étaient intriguées parce qu'ils ont reçu beaucoup de plaintes se sont rendus sur place avec des pompiers. Les pompiers ont voulu faire leur travail, s'assurer qu'il n'y avait aucun danger, donc ils sont rentrés
chez Marcel Petiot. Et déjà en entrant, il y avait une puanteur abominable. Et les policiers qui étaient là aussi ont compris aussi à l'odeur que c'était pas forcément un simple feu qui était là, mais quelque chose de bien pire. Ils s'attendaient à être surpris, mais pas au point de comprendre qu'ils venaient en fait d'entrer dans une véritable maison d'horreur. Dans la cave, sous une épaisse couche de terre fraîche, ils ont découvert les restes décomposés de 10 personnes. L'air était irrespirable, mais c'était pas le pire. Dans la chaufferie, la chaleur du poêle à charbon était suffocante, et lorsque les pompiers ont écarté un peu les braises, ils ont découvert des restes humains calcinés. Les policiers sont ensuite allés dans la cour arrière, et là il y avait un fossé rempli de chaux vives, dans lequel il y avait plein d'autres corps qui avaient été mis là. Les policiers ont continué de fouiller la demeure, et dans chaque pièce, il y avait des valises remplies. Il y avait des vêtements, des objets personnels, et tout ça, c'était en fait des biens qui appartenaient aux différentes victimes du fameux docteur. Bien sûr, ça a fait énormément de bruit, la presse s'est emparée de l'affaire, on a rebaptisé le docteur Eugène en docteur Satan, c'est devenu vraiment un scandale national, mais dans cette histoire, le principal intéressé, il est où? Eh ben il avait senti le vent tourner, il avait le flair, et il s'est barré. Il a pris la fuite. Pendant 7 mois, personne ne savait où il était passé. Au début, quand il rencontrait des gens qui savaient qui il était, il disait que les corps qu'on avait retrouvés chez lui étaient en fait des corps de nazis ou de personnes qui avaient collaboré avec les Allemands. Mais jamais il a dit que c'était des personnes qui voulaient juste sauver leur vie. Donc, au début, les gens le prenaient plutôt, pour ceux qui le croyaient, pour un héros. Mais en août 1944, il y a la libération de Paris. Donc, ciao les Allemands. Et 2 mois plus tard, le 31 octobre, Marcel Petiot a été reconnu dans le métro. Il a pris la fuite, mais il n'a pas voulu partir bien loin. De suite, il a été arrêté. En même temps, sa photo avait beaucoup circulé dans les journaux, donc il a pu être reconnu facilement. Et au cours de son procès, il était droit dans ses bottes. Il s'est présenté en quelque sorte comme un héros incompris. Il disait qu'il était bel et bien un membre actif de la résistance française, que tous les corps qui ont été retrouvés n'étaient pas des personnes innocentes, mais des Allemands, des collaborateurs, des informateurs. Et il disait que lui, il n'a tué personne, il était juste là pour aider à se débarrasser des corps, mais que les morts, ils n'en étaient pas à l'origine. Sauf qu'il y a eu une enquête, et l'enquête ne va pas dans son sens, ce qui est normal vu que ce qu'il raconte n'est pas la vérité. Il disait faire partie d'un réseau de résistance spécifique, sauf que le réseau qu'il invoquait n'existait absolument pas. Et d'ailleurs, les véritables résistants ont dit qu'ils n'ont jamais entendu parler de lui et qu'ils ne l'ont jamais approché. Alors pendant le procès, évidemment, on dit à Marcel, mon petit Marcel, tu te fous de nous. T'es pas un résistant, t'es pas un sauveur, t'es juste un tueur en série, un homme cupide qui a exploité la détresse de personnes qui voulaient simplement sauver leur vie dans une période très sombre et compliquée pour elles, pour les dépouiller et avoir le plaisir de tuer. Finalement, le docteur Marcel Petiot a été reconnu coupable de au total 26 meurtres. La sentence est radicale, peine de mort, comme à l'ancienne, à la guillotine. C'est le 25 mai 1946, à l'aube, qu'il a été conduit à l'échafaud, et Schluck, plus de tête le Marcel. Et c'est comme ça que se termine l'histoire d'un tueur en série historique qui a profité d'une période sombre qui provoquait déjà du malheur pour en causer encore plus, et aussi derrière, s'enrichir lui-même. 26 meurtres officiellement, tout laisse penser qu'il y avait bien plus de victimes, mais malheureusement on n'a pas pu lui en attribuer plus faute d'éléments, car il y a eu aussi d'ailleurs, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de cas de disparition non élucidés qu'on pourrait attribuer à Marcel Petiot. Lui seul sait probablement précisément combien de personnes il a tué, peut-être qu'il tenait le compte, peut-être pas du tout parce que le chiffre était trop énorme, mais ça c'est un secret qu'il a emporté avec lui dans sa tombe. Ce qui est important de retenir avec l'histoire de Marcel Petiot, c'est qu'il incarne lui-même une idée glaçante. C'est que même au milieu de l'horreur de la guerre, certains trouvent encore le moyen d'ajouter leur propre enfer pour leur plaisir, ou pour la faible raison de s'enrichir. L'Europe du XIIIe siècle traverse une période de troubles profonds. Un continent déchiré par des luttes de pouvoir, des guerres civiles et des rivalités religieuses. Mais parmi tous ces bouleversements, il y a un événement qui allait marquer l'histoire. Et ça, à jamais, secouant l'Angleterre et bien au-delà. En 1649, le monde assiste à l'impensable. Le procès et l'exécution du roi Charles Ier. Un monarque qui a été jugé par son propre peuple. Un souverain conduit à l'échafaud au nom d'une nouvelle ère. Ce jour-là, les fondations même du pouvoir royal tremblaient. Et les échos de cet acte allaient résonner dans toute l'Europe, même chez nous, avec ce qui s'est passé environ un siècle plus tard.
Si vous n'avez pas compris, je parle de la séparation de la tête et du corps de Louis XVI. Au cœur de ce chapitre décisif de l'histoire se trouve une personne, Isaac Dorisleau, un érudit néerlandais, juriste et diplomate, dont le destin allait se mêler intimement à celui de la monarchie anglaise. C'est lui qui joua en fait un rôle crucial dans le procès de Charles Ier. Ses arguments, implacables, contribuèrent directement à la condamnation du roi et finalement à sa mise à mort. Mais Dorisleau n'a pas eu le temps de savourer son influence, car quelques mois plus tard, il est retrouvé assassiné. Était-ce une exécution programmée ou une vengeance froide, orchestrée peut-être par des royalistes furieux? Son meurtre demeure encore aujourd'hui entouré de mystères. Mais retournons un peu dans le passé. En 1595, à Alkmaar, en Hollande, naît Isaac Dorisleau. Élevé au sein d'une famille profondément calviniste, il grandit convaincu que l'autorité suprême n'appartient qu'à Dieu, et donc pas au roi. Brillant étudiant, il poursuit ses études à Leyde, puis traverse la mer du Nord pour rejoindre l'Angleterre. Là, il devient le tout premier professeur d'histoire de l'université de Cambridge, et dès ses débuts, Dorisleau attire l'attention et les controverses. Fervent opposant à la monarchie, il n'hésite pas une seule seconde à remettre en cause la légitimité des rois. Dans ses discours et ses écrits, il va même jusqu'à appeler au peuple à se soulever. Et pour appuyer ses idées, il s'appuie sur l'histoire. Il évoque les racines anglo-saxonnes de l'Angleterre, rappelant qu'avant la conquête normande, le peuple vivait selon lui dans une société plus libre et plus démocratique. C'était, pour l'époque, des propos explosifs. Des propos qui allaient bientôt le placer au centre d'une tempête politique, qui allait changer l'histoire du royaume d'Angleterre. Étonnamment, les prises de position assez radicales d'Isaac Dorisleau ne lui attirent généralement que peu d'ennuis. En tout cas, au début. Ses discours frôlent pourtant l'appel au régicide, à la mise à mort du roi, car ses critiques visent principalement le roi Charles Ier. Il dénonce avec virulence les sympathies supposées catholiques du souverain et son incapacité à protéger l'Angleterre face aux grandes puissances étrangères. Des attaques à peine voilées qui auraient pu clairement lui coûter sa liberté, voire même sa propre vie. Mais contre toute attente, ces mots difficiles ne lui valent qu'une sanction symbolique. On lui retarde l'obtention de son doctorat. Concrètement, à notre époque actuelle, s'il y avait encore des rois, c'est comme si vous menaciez de tuer le roi et que pour vous sanctionner, on disait juste « ton bac, tu l'auras pas tout de suite ». C'est plutôt soft. Pour Dorisleau, ce n'est qu'un petit contretemps, alors que pour d'autres, la mort allait arriver sur eux plus vite que prévu. Mais cette clémence n'a été que de courte durée, car bientôt le royaume tout entier serait plongé dans la tourmente. Et Dorisleau allait se retrouver en plein cœur de celle-ci. Contre toute attente, la carrière d'Isaac a pris un tournant inattendu. En 1629, il fut admis au sein de la Faculty of Advocates, un puissant collège d'avocats écossais autorisé à plaider devant toutes les juridictions du pays. Cette position lui a donné une influence démesurée qu'il s'est permis d'utiliser sans la moindre retenue. Ironie du sort, l'homme qui dénonçait autrefois les dérives du pouvoir absolu se mit à défendre des pratiques beaucoup plus autoritaires. Il plaida notamment pour supprimer certaines protections légales des accusés dans les tribunaux écossais, renforçant ainsi le contrôle de la justice sur les individus. Mais ça, ce n'était que le prélude, parce que c'est précisément dans ce rôle d'avocat qu'Isaac allait voir son nom étroitement lié à celui de Charles Ier. Mais comment un juriste néerlandais a-t-il pu se retrouver mêlé au destin d'un des rois les plus célèbres d'Angleterre? La réponse se trouve durant son rôle durant la guerre civile et aussi au cours du procès du roi. En tant que diplomate et érudit en droit, Dorisleau fut happé par le chaos politique et religieux qui secouait l'Europe durant le XVIIe siècle. L'Angleterre, elle, se déchirait en deux camps. D'un côté, les parlementaires, conduits par le puritain Oliver Cromwell, et de l'autre côté, il y avait les royalistes, qui, eux, étaient fidèles à Charles Ier, le roi. Pas besoin de réfléchir 100 fois pour savoir de quel côté s'est rangé Dorisleau. Étant donné son éducation, où pour lui les rois n'avaient pas de pouvoir, il s'est rangé de l'autre côté, donc contre les rois. Un choix qui allait sceller son destin tragique. Lorsque la guerre civile anglaise éclate, rangé du côté des parlementaires, Isaac Dorisleau ne reste pas là un simple spectateur. Son rôle va bien au-delà, car c'est lui-même qui s'occupe de rédiger les différentes charges à l'encontre de Charles Ier. Ces accusations, qui sont nourries par son expertise juridique, sont extrêmement lourdes. Il exprime clairement que le roi Charles Ier est accusé de haute trahison contre son peuple et d'autres crimes. Ce sont ces mêmes documents qui deviennent la pierre angulaire au cours du procès du roi. Un procès sans précédent, qui finit en une condamnation à mort. Le 30 janvier 1649, Charles Ier monte sur l'échafaud, et rapidement, un coup de hache s'abat. La tête du roi roule sous les yeux d'une foule,
complètement sidérés. Doris Lowe, lui, n'avait pas participé directement aux audiences. Son nom était inscrit sur les différents documents, mais il n'y était pas directement. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas été oublié. En s'exposant comme il l'a fait, en défiant directement la royauté, Isaac Doris Lowe a clairement signé son arrêt de mort. Il a connu une fin aussi brutale que le roi, qu'il avait en quelque sorte lui-même condamné. Le 2 mai 1649, à peine 3 mois après la mort de Charles Ier, Doris Lowe est aux Pays-Bas, à La Haye, pour une mission diplomatique. Et alors qu'il séjourne dans une auberge, des hommes armés surgissent et l'assaillent, et froidement, il est abattu. Les témoins évoquent une attaque rapide, précise, quasiment militaire. Était-ce un simple hasard, ou alors une vengeance qui avait été planifiée, peut-être par des royalistes qui souhaitaient se venger de celui qui était à l'initiative de la mort du roi? C'est là tout le mystère de la mort d'Isaac Doris Lowe. Et ce qui est d'autant plus incroyable dans cette histoire, c'est que la mort de ce fameux Isaac a eu des répercussions énormes. Cromwell, le chef des parlementaires, a accusé la Hollande d'avoir laissé fuir celui qui a mené l'attaque contre Isaac. En réalité, c'est un ambassadeur portugais qui a permis à notre homme de prendre la fuite. Mais le mal était fait. Les tensions entre l'Angleterre et les Provinces-Unies s'exacerbèrent et peu de temps après, le premier conflit anglo-néerlandais a éclaté. L'assassinat de Doris Lowe était pour beaucoup un rappel brutal. Un rappel qui indiquait que, parfois, les convictions politiques pouvaient nous faire tuer. Pour certains, il était un héros, l'homme qui avait osé traduire le roi en justice. Pour d'autres, il n'était qu'un traître, une cible légitime. D'un côté, la moitié du pays pleurait sa mort. De l'autre, on célébrait son exécution. Imaginez une île tropicale isolée, perdue au milieu du Pacifique. Des rangées de palmiers se balancent doucement, sous une brise chaude, de l'eau turquoise autour, protégée par des récifs, et l'océan qui scintille à perte de vue. En soi, on voit là un véritable paradis terrestre, un genre d'endroit où on rêve de s'évader pour être loin du monde. Mais derrière ce genre de décor idyllique peut se cacher parfois une histoire bien plus sombre. Une île qui ressemble à ce que je vous ai décrit, nommée Clipperton, est tout sauf un paradis. Aujourd'hui, personne n'y vit. Mais au début du XXe siècle, une centaine d'hommes, de femmes, d'enfants sont envoyés là-bas pour coloniser l'endroit. Et ce qui s'est produit sur place est l'une des histoires les plus tragiques et les plus effroyables que l'histoire ait oubliées. Sur cette île isolée, la faim, la folie et le désespoir ont laissé leur place à l'horreur absolue. Une série de meurtres sanglants orchestrés par un tyran sans pitié qui décida de régner sur les survivants coûte que coûte. Mais qui était ce mystérieux roi de l'île Clipperton? Cet homme qui, dans l'isolement le plus total, se proclama maître absolu. Son nom, vous allez le découvrir. C'est moi, personne n'y croit. L'île Clipperton n'est rien de plus qu'un morceau de corail perdu au milieu du Pacifique. À peine 8,9 km² de surface, un cercle fragile entourant un petit point d'eau stagnante. Son isolement est quasiment inimaginable. C'est à 10 600 km de Paris, plus de 5400 km de Tahiti et près de 1100 km des côtes mexicaines. Clipperton est l'unique atoll corallien de tout l'est du Pacifique. Une couronne de sable et de palmiers battue par les vents et encerclée, ça c'est beau, d'une mer d'un bleu éclatant. Un paradis, petit paradis mais paradis quand même, mais qui allait transformer chaque erreur en condamnation à mort. Au centre de l'atoll s'étend un point d'eau qui semble assez attrayant mais en réalité ça représente la mort. Il n'y a aucune vie, pas de poissons sous l'eau, et on dit que ce petit lagon est eutrophique, c'est-à-dire saturé en phosphore et en azote, des minéraux qui provoquent d'épaisses fleurs d'algues. Et donc petit à petit, l'eau prend cette fameuse couleur verte. C'est un piège naturel, incapable de nourrir quiconque. Ça sert à rien d'y boire si on a soif, on risque plus d'attraper des maladies qu'autre chose. Et pourtant, cette terre d'extérieur attirante a attiré de la civilisation. Les Français, les Mexicains, les Américains et les Britanniques se sont tous disputés ce petit bout de terre. Pourquoi? Tout simplement pour sa position stratégique en mer. Et pour une ressource aussi inexploitée, le guano. Des dépôts riches en nitrates, laissés par des oiseaux migrateurs qui jadis étaient considérés en quelque sorte comme un or blanc, que ce soit pour l'agriculture ou pour la fabrication de poudre à canon. Et cet endroit donc, avec une richesse qui semble intéressante, allait devenir un théâtre de cauchemar. Lorsque la saison des pluies s'achève en octobre, l'île Clipperton se transforme. L'air y devient quasiment irrespirable, il y a un air d'ammoniac, provoqué par les tonnes d'excréments laissés par des chauves-souris, les oiseaux marins, les phoques, un environnement hostile et pourtant on a quand même voulu
y envoyer des gens. Et ce qui est marrant avec cette île, c'est qu'elle a beaucoup changé de main. D'abord, on pense que l'île a été découverte par le conquistador espagnol Hernán Cortés ou alors par Fernand de Magellan. Puis ensuite, plus de nouvelles. Plus tard, c'est la France qui la redécouvre et qui décide donc que ce bout d'île est à elle. Sauf qu'en 1825, c'est Benjamin Morel, un capitaine américain qui pose les pieds sur l'île. Et c'est la première fois que quelqu'un y met les pieds. Plus tard, l'île sera rebaptisée l'île de Clipperton, en hommage à un corsaire britannique, John Clipperton. Et plus tard, en 1821, après avoir déclaré son indépendance, qui décide que l'île est à lui. Plus tard, Napoléon III décide que l'île est à la France et il en fait une annexe de Tahiti. Et encore plus tard, l'île attire cette fois-ci les États-Unis, car en 1892, Washington invoque le Guano Island Act. C'est une loi américaine qui permet de revendiquer toute terre où il y a le fameux guano. Donc si chez toi il y a du guano, c'est aux États-Unis, en tout cas à l'époque. Alors en 1895, une équipe de 25 hommes est déployée sur la fameuse île. Le but, exploiter la fameuse ressource qui intéresse tant. Sauf qu'en 1897, bye bye les mineurs américains, ils sont expulsés de l'île. Et pour affirmer que c'est bien au Mexique, le gouvernement décide d'envoyer de la population, d'ériger un phare pour montrer que, ça y est, ils ont investi les lieux, c'est à eux. Mais pour diriger cet endroit qui est assez isolé, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne les choses en charge. Alors, un gouverneur est nommé, le capitaine Ramon Arnaud. Mais derrière ce titre un peu pompeux, il y a une réalité plus difficile qui se cache derrière. C'est que désigner cet homme comme gouverneur n'est pas du tout une récompense. C'est une punition, parce que cet homme était en fait un déserteur de l'armée mexicaine. Parce que cette fameuse île, qu'on pourrait voir à l'extérieur comme une île paradisiaque, c'était pas un endroit qui faisait envie. Ceux qui s'y rendaient, qui étaient forcés d'y aller, pour eux c'était un exil, une punition. Ils étaient isolés de tout, et rapidement, cet isolement va conduire les habitants de l'île vers la folie. Au départ, la vie sur place semblait presque paradisiaque. Tous les 2 mois, il y avait un bateau venant du Mexique qui apportait des vivres, des médicaments, des provisions. Au début, la petite colonie s'installe doucement. Les hommes pêchaient, les femmes entretenaient le phare, les enfants jouaient sur le sable blanc. Au début, tout était plutôt calme. Mais à des kilomètres de là, au Mexique, le chaos de la révolution, qui allait durer de 1910 à 1920, commence petit à petit à s'installer. Alors, au fur et à mesure que le Mexique voyait sa situation interne se dégrader, la colonie, elle, fut petit à petit oubliée. Au fur et à mesure du temps, les navires de ravitaillement ne venaient plus, alors les habitants de l'île, complètement dépendants à ces réapprovisionnements, se retrouvèrent peu à peu abandonnés. Ils ne le savaient pas encore bien sûr au début, mais leur paradis allait se transformer en prison. Quand les navires de ravitaillement ne venaient plus, le capitaine Ramon Arnaud, donc le gouverneur, comprit que la situation était désormais désespérée. Et en tant que responsable, il s'est dit qu'il devait faire le maximum pour sauver autant de vies que possible. Mais comment survivre sur un bout d'île où rien ne pousse? Les maigres cocotiers qui étaient là ne donnaient que très peu de fruits, alors déjà première décision, les fruits de ces arbres ne seraient destinés qu'aux enfants et aux femmes. Et chacun n'avait le droit qu'à un seul fruit par semaine. Les hommes, eux, devaient se débrouiller avec ce qu'ils trouvaient. Quelques crabes, des œufs d'oiseaux ou alors l'eau à peine potable. Tout le monde comprend que sans aide extérieure, ils sont foutus. Qu'il n'y a qu'une seule fin qui les attend, c'est la mort. Vous pensez peut-être que la pêche aurait été envisageable? Pas du tout. Les poissons restaient trop loin des côtes, hors d'atteinte des filets de pêche. Alors peu à peu, les corps des habitants commencèrent à s'affaiblir, les maladies ont commencé à se développer, et les morts par famine devinrent inarrêtables. L'île s'enfonçait inexorablement dans la désolation. Et un jour, le capitaine Ramon Arnaud a cru voir au loin un navire. C'était peut-être une dernière chance, une porte de salut. Alors il a réuni les derniers hommes encore en vie. Ils ont tous embarqué dans une petite barque pour tenter de rejoindre le fameux bateau. Là, il y a 2 versions sur ce qui s'est passé ensuite. Première version, en fait, Ramon Arnaud, affaibli par la faim, aurait eu une hallucination. Il n'y avait pas de bateau. Furieux, les hommes l'auraient attaqué, la barque aurait chaviré et tous se seraient noyés. Dans la seconde version, il y avait bel et bien un navire. Mais les hommes étant épuisés n'ont tout simplement pas réussi à l'atteindre et donc la barque se serait heurtée contre des corails, ils auraient tous chaviré et ils seraient morts noyés. À la mort du capitaine Ramon Arnaud, la colonie sombra encore un peu plus dans l'horreur. Et c'est le gardien du phare, Victoriano Alvarez, qui s'est autoproclamé roi de Clipperton. Et pour les survivants, un nouveau cauchemar commença. Isolé depuis bien trop longtemps, Alvarez, lui, avait déjà sombré dans la folie. Mais cette démence allait se transformer en tyrannie. Il rassembla déjà toutes les armes présentes sur l'île et il les jeta à la mer. Toutes, sauf une seule et unique qu'il gardera avec lui. Dès lors, il était le maître incontesté des lieux.
il imposa sa loi. Toutes les femmes de l'île, y compris les adolescentes, étaient désormais les siennes. Les enfants, eux, ont fini réduits en esclavage, forcés d'accomplir ses ordres. Affamés, épuisés, les survivantes vivaient sous une terreur constante et quiconque désobéissait à ses ordres était soit abattu à mort, soit exécuté d'une balle. Et pendant 3 longues années, l'île de Clipperton est devenue son royaume de douleur. C'est seulement en 1915 que là, la terreur a pris fin. 2 femmes, dont Alicia Arnaud, la veuve du capitaine qui devait à la base diriger l'île, a été convoquée au phare par Alvarez, le fameux roi. Mais cette fois, elle et l'autre femme ont refusé de se soumettre. Armées d'un marteau et d'un couteau, elles ont attaqué le tyran et elles ont réussi, folles de rage, à le tuer. Elles ont ensuite laissé son corps sur le rivage, corps qui a été dévoré au fur et à mesure par les crabes présents sur l'île. C'était une victoire très amère. Certes, le roi tyrannique était mort, mais le problème persiste. Les survivantes sont toujours prisonnières de cet endroit. Affaiblies, affamées, à bout de force, mais 2 ans après la mort du roi, en 1917, un navire est aperçu à l'horizon. Cette fois, c'est sûr et certain, ce n'est pas une hallucination, le bateau est bien réel. C'était une canonnière américaine, l'USS Yorktown, qui, en patrouille dans le Pacifique, aperçoit une île qui semble être déserte, mais finalement, il voit les femmes et les enfants épuisés, mais encore vivants. Alors, une opération de sauvetage est lancée, et ceux qui se rendent sur l'île font face à un spectacle d'horreur. Ils tombent sur ces survivantes squelettiques, le regard perdu marqué par des années de faim, de maladie, de terreur. Ils tombent aussi sur beaucoup de corps, de personnes qui n'ont pas réussi à survivre à l'enfer. Tout le monde est ramené sur le bateau américain. Alicia Arnaud raconte l'histoire de cette colonie perdue et les marins sont complètement horrifiés. Si horrifiés que dans le rapport officiel, ils décident de taire les événements qui se sont produits. Toutes les atrocités réalisées par le fameux roi de Clipperton. Les hommes du bateau américain, bouleversés par ce destin tragique, réalisent une cagnotte pour aider les femmes survivantes à retrouver une vie aussi saine que possible au Mexique. Les habitants du Mexique, une fois les survivantes ramenées, organisent une grande fête pour célébrer le retour de ces femmes et enfants, mais aussi pour remercier les Américains de leur sauvetage. Mais cette joie est teintée de tristesse. Certes, les survivantes sont là, en vie, mais complètement brisées. Le commandant du bateau américain était choqué parce qu'Alicia Arnaud, selon ses estimations, devait avoir la quarantaine, mais en réalité, son apparence cachait un âge de 29 ans. Et les autres survivantes semblaient plus vieilles, mais étaient en réalité encore plus jeunes. Ce qui ne fait que montrer encore une fois à quel point le roi de Clipperton, ce tyran, était horrible. Ça veut dire qu'il a abusé intimement de très jeunes filles. Après 9 années d'enfer, Clipperton est resté un tombeau silencieux. Les seules choses qui y règnent aujourd'hui sont les crabes, le sable et le fantôme de ceux que Clipperton a engloutis. On pense souvent que les histoires d'espionnage au cinéma sont exagérées, mais ce que peu de gens savent, c'est que la réalité cache parfois des secrets bien plus sombres que la fiction. Plongeons dans l'histoire de l'opération satanique, celle qui a conduit au coulage du Rainbow Warrior. Peu de gens savent qu'un jour, le service de renseignement extérieur français, la DGSE, a fait exploser un navire de Greenpeace en plein territoire allié. Une affaire digne d'un film. Agents infiltrés, armes nucléaires, explosifs surpuissants et fuites sous-marines. Et pourtant, rien de tout cela n'est inventé. C'est arrivé et les conséquences ont été elles aussi bien réelles. Au cœur des tensions de la guerre froide et de la montée des mouvements écologistes, une opération secrète allait secouer le monde entier. L'opération satanique. Imaginée par les services de renseignement français, sa mission était claire, réduire au silence le Rainbow Warrior, le navire amiral de Greenpeace, alors amarré en Nouvelle-Zélande. Même son nom semble tiré d'un roman d'espionnage. Opération satanique, un nom chargé de mystère, et l'exécution du plan fut tout aussi digne d'un thriller, avec son lot de secrets, de manipulations et de tensions insoutenables. L'opération démarra dans le plus grand secret. 3 agents de la DGSE embarquèrent à bord d'un yacht nommé UVA. Leur mission, acheminer discrètement 2000 ventouses jusqu'en Nouvelle-Zélande. Une fois sur place, les explosifs furent remis à 2 autres agents, Dominique Prieur et Alain Maffard, qui se faisaient passer pour 2 jeunes mariés sous les faux noms de Sophie et Alain Turand. Mais ce n'était qu'une étape. Les mines passèrent encore une fois de main en main, cette fois vers les démolisseurs, 2 plongeurs d'élite, Jean Camas et Jean-Luc Quisté, agissant sous 2 nouvelles identités. Après plusieurs jours d'infiltration et de collecte d'informations, certains agents allant même jusqu'à s'introduire incognito au sein de Greenpeace, le moment
fut choisi. Une nuit, les plongeurs glissèrent silencieusement dans les eaux sombres du Marsdenvarf, à Auckland. Dans l'obscurité oppressante, ils fixèrent les 2 charges explosives directement sur la coque du Rainbow Warrior. Le compte à rebours était lancé. À 23h38, la première charge explosa, déchirant la coque du bateau et laissant un trou béant, large comme une voiture. Dans le silence de la nuit, le bruit résonna comme un coup de tonnerre. L'équipage, paniqué, fut rapidement évacué. Mais personne ne savait encore que le pire restait à venir. Quelques minutes plus tard, certains membres revinrent sur le pont, pensant pouvoir comprendre ce qui s'était passé et filmer les dégâts. Parmi eux se trouvait le photographe Fernando Pereira. Son premier réflexe fut de descendre sous le pont pour tenter de sauver son matériel. Ils ignoraient tous qu'une seconde charge attendait encore dans l'ombre. À 23h45, la seconde explosion retentit. Cette fois, Fernando Pereira était toujours à bord. La déflagration fut si violente qu'elle projeta certains membres d'équipage dans l'eau, tandis que d'autres parvinrent à s'enfuir de justesse. Mais Fernando, lui, n'eut aucune chance. Pris au piège sous le pont, il se retrouva prisonnier alors que l'eau s'engouffrait à une vitesse terrifiante. En l'espace de 4 minutes, le Rainbow Warrior sombra partiellement dans les profondeurs. La mission était accomplie, mais une vie venait d'être brisée. Une question brûle les lèvres. Pourquoi une branche du gouvernement français a-t-elle jugé bon de faire exploser le navire d'une organisation civile comme Greenpeace? Un acte aussi extrême qu'aujourd'hui, beaucoup n'hésitent plus à qualifier d'acte de terrorisme d'État. Pour comprendre l'opération satanique, il faut se replonger dans le contexte géopolitique de l'époque. Nous sommes au milieu des années 80, en pleine guerre froide. Les grandes puissances s'affrontent dans l'ombre, chacune cherchant à imposer son influence. La France, de son côté, entend réaffirmer son autorité et poursuivre ses ambitions nucléaires, notamment à travers une série d'essais dans le Pacifique. Depuis 1966, Paris mène des tests nucléaires sur l'atoll de Mururoa, en Polynésie française. Mais en 1985, plusieurs pays du Pacifique, l'Australie, les îles Cook, Fidji, Papouasie-Nouvelle-Guinée et bien d'autres, s'unissent et signent le traité de Rarotonga, transformant la région en zone interdite aux essais nucléaires. Une décision qui, évidemment, fit bondir la France. Greenpeace, à cette époque, était devenu l'un des visages les plus visibles de la lutte pour la protection de l'environnement. L'organisation s'était forgée une réputation solide, admirée par beaucoup, mais détestés par certains gouvernements. Leur cible principale, les essais nucléaires et la destruction des écosystèmes. Depuis 1977, leur navire amiral, le Rainbow Warrior, sillonnait les mers pour dénoncer la chasse à la baleine, le massacre des phoques, le déversement de déchets toxiques et bien sûr, les expérimentations nucléaires. En 1985, le navire fut déployé dans le Pacifique Sud, au plus près des zones de test. Cette même année, son équipage réalisa un exploit, relocaliser plus de 300 habitants des îles Marshall loin des terres contaminées par les essais américains. Après cette mission, le Rainbow Warrior mit le cap sur la Nouvelle-Zélande. Son objectif, mener une flotte de protestation contre la poursuite des essais nucléaires français dans la région. Et c'est précisément là que la France décida d'agir. La France n'avait jamais eu la réputation de faire dans la dentelle. Lors des précédentes manifestations, des commandos avaient déjà abordé de force des navires de protestation qui s'étaient aventurés trop près des zones interdites. Mais en 1985, Greenpeace comptait frapper un grand coup. Déployer des militants directement sur les atolls afin de surveiller les essais nucléaires et de documenter les explosions. Une stratégie audacieuse, mais Paris avait déjà un tout autre plan en tête. Sans surprise, la Nouvelle-Zélande prit l'attentat très au sérieux. Ce qui suivit fut l'une des plus vastes enquêtes policières de toute l'histoire du pays. Peu à peu, les pièces du puzzle se mirent en place, et la découverte de l'opération satanique, ainsi que l'identité des responsables, se déroula comme un véritable thriller. Chaque nouvel indice révélait une affaire plus complexe, plus sombre et plus explosive qu'on ne l'imaginait. L'enquête progressa rapidement. 2 agents français furent vite identifiés. La capitaine Dominique Prieur et le commandant Alain Maffat. Repérés par un voisinage vigilant, ils furent arrêtés sans délai. Les passeports suisses ne trompèrent pas longtemps les autorités. Leurs vraies identités furent découvertes et le lien avec le gouvernement français ne tarda pas à éclater au grand jour. Les autres membres du commando, en revanche, eurent plus de chance. L'une des agentes identifiées réussit à fuir vers Israël avant de pouvoir être arrêtée. Prévenus,
Les autorités israéliennes s'apprêtaient à l'interpeller, mais un coup de fil mystérieux la mit en garde. Elle disparut aussitôt. Quant à ceux qui avaient introduit les explosifs en Nouvelle-Zélande à bord de l'UVA, ils réussirent à reprendre le large sur le même yacht. À la demande de Wellington, les Australiens les interceptèrent au large de Norfolk Island. Mais faute de preuves, la loi australienne les obligea à les relâcher. Quelques heures plus tard, comme par magie, un sous-marin français, le Ruby, surgit des profondeurs pour les récupérer. L'UVA fut alors coulé discrètement, effaçant les dernières traces compromettantes. Mais le mal était déjà fait. La Nouvelle-Zélande n'avait peut-être pas arrêté tout le commando, mais les tentatives françaises pour effacer les traces ne firent qu'aggraver la situation. Très vite, les soupçons se tournèrent vers Paris. Pourtant, dans un premier temps, la France, alliée de Wellington, nia toute implication. Officiellement, elle alla même jusqu'à condamner l'attentat, le qualifiant d'acte terroriste. À Washington, l'ambassadeur français déclara solennellement que le gouvernement français ne traite pas ses opposants de cette manière. Mais derrière les rideaux fermés, la vérité commençait déjà à remonter à la surface. Lorsque la Nouvelle-Zélande découvrit l'identité des responsables, le gouvernement parla d'une attaque criminelle, une violation flagrante du droit international commise sur son propre territoire souverain, un terme choisi avec soin. En évitant d'employer l'expression « attentat terroriste », Wellington privait la France d'arguments pour se défendre devant l'ONU. Pendant ce temps, Dominique Prieur et Alain Baffard, les deux agents arrêtés, plaidèrent coupables pour homicide involontaire. Le verdict, 10 ans de prison chacun. La réaction de Paris fut brutale. La France menaça la Nouvelle-Zélande d'un embargo économique sur ses exportations vers l'Union européenne. Pour Wellington, dont l'économie dépendait fortement du commerce avec le Royaume-Uni, ce serait un coup dévastateur. L'image de la France, elle, commençait à sérieusement se ternir. Pour sauver la face, Paris lança alors sa propre enquête, et la conclusion officielle raconte que les agents étaient innocents. Ils n'avaient fait que surveiller Greenpeace et quelqu'un d'autre aurait fait sauter le navire. Sauf que la version française ne tenait pas. Le Times et Le Monde révélèrent que l'ordre venait du plus haut niveau. Le président François Mitterrand lui-même aurait validé l'opération. Le scandale éclata. Le ministre de la Défense, Charles Hernu, démissionna. Le directeur de la DGSE, Pierre Lacoste, fut limogé. La vérité, elle, continuait de faire l'effet d'une bombe. Le 22 septembre, le gouvernement français ne pouvait plus nier l'évidence. Devant la pression médiatique et diplomatique, le Premier ministre Laurent Fabius lut une déclaration solennelle. Oui, il y avait bien un complot. Oui, la France avait ordonné l'opération et oui, elle avait tenté de la couvrir. Paris fut contraint de verser des millions en compensation à Greenpeace, à la Nouvelle-Zélande et à la famille du photographe Fernando Pereira. Mais il était trop tard, le mal était fait. Wellington, trahi, choisit de réorienter sa politique étrangère. La Nouvelle-Zélande prit ses distances avec la France et même avec les États-Unis, qu'elle jugeait trop silencieux durant la crise. Elle se rapprocha alors des nations du Pacifique Sud, notamment de l'Australie. Aujourd'hui encore, malgré les alliances officielles, l'ombre de l'opération satanique plane. En 2016, le Premier ministre français, Manuel Valls, dut, lors d'une visite en Nouvelle-Zélande, qualifier l'affaire de grave erreur. Car oui, la France a bel et bien bombardé un navire de Greenpeace sur le sol néo-zélandais. Une histoire tellement invraisemblable qu'elle ne peut qu'être vraie. Cette affaire, mélange d'espionnage, d'activisme et de jeu de pouvoir, nous rappelle une chose. Même les opérations les plus secrètes finissent toujours par remonter à la surface. Elle révèle aussi jusqu'où certains États sont prêts à aller pour protéger leurs intérêts, quitte à sacrifier la vérité, les alliances et parfois des vies. Aujourd'hui, les théories du complot saturent notre monde. Certaines font sourire, d'autres sont plutôt absurdes, mais parfois la réalité dépasse de loin la fiction. Derrière les discours farfelus, il existe de véritables conspirations, bien plus troublantes que tout ce que l'on pourrait imaginer. Des hommes d'affaires retrouvés, comme s'ils s'étaient eux-mêmes ôté la vie, avec 3 balles dans le dos. Étrange, on peut avoir des commandos déguisés en joueurs de tennis, des poignées de porte enduites de poison mystérieusement. Et puis il y a l'histoire de Gareth Williams, un génie des chiffres, un employé du MI6, qui a été retrouvé mort, enfermé dans un sac de sport. Officiellement, c'est un accident. Officieusement, un mystère qui pue la conspiration à plein nez. Gareth naît à Valais, un village paisible du Pays de Galles. Enfant prodige, il dévore les mathématiques. Il suit des cours universitaires alors que lui-même est encore au lycée. Il décroche un diplôme avec mention à l'âge de 17 ans, puis il se lance dans l'aventure d'un doctorat. Mais son destin bifurque. Il rejoint le GCHQ, le quartier général des communications britanniques, un monde d'ombre où l'information est une arme. En 2009, il est détaché auprès du MI6, officiellement pour décrypter des codes. Officieusement, il collabore aussi avec la NSA sur des dossiers
explosifs, réseau de blanchiment d'argent, espionnage russe, et Garrett savait des choses que peut-être il n'aurait jamais dû apprendre. Car en août 2010, il disparaît. Personne ne s'inquiète, pas ses collègues, pas ses supérieurs, pas même le MI6. Il faudra l'appel inquiet de sa sœur, plusieurs jours plus tard, pour que la police se décide enfin à se poser des questions. Et le 23 août, les enquêteurs entrent dans son appartement londonien. Une odeur épouvantable les accueille, et dans la salle de bain, ils tombent sur une vision d'horreur. Garrett J, nu, déjà en décomposition dans un sac de sport rouge. Le sac est verrouillé de l'extérieur par un cadenas, et la clé est sous son corps. Un détail qui semble impossible. Son appartement est fouillé, chaque surface, chaque objet, chaque trace potentielle, mais rien. Sur le sac, on trouve des fragments d'ADN appartenant à 2 autres personnes jamais identifiées. On ne retrouve pas la moindre empreinte de Garrett, ni sur le cadenas, ni sur le sac, ni sur la baignoire, et il n'y a pas non plus de traces d'effraction. C'est comme si Garrett s'était volatilisé avant d'être retrouvé dans un sac. Le médecin légiste est catégorique, c'est impossible qu'il se soit enfermé dans le sac tout seul. Tu m'étonnes. Pour le médecin, il s'agit bel et bien d'une mort criminelle. Mais Scotland Yard s'oppose à ces conclusions. Pour eux, ce n'est qu'un accident. Mesdames et messieurs, faites très attention, un simple accident peut vous conduire à poil dans un sac verrouillé de l'extérieur. Soyons précautionneux. Et la version officielle devient encore pire en 2013. On dit que Garrett aurait perdu la vie pendant un jeu un peu intime qui aurait mal tourné. Pourquoi on pense à ça ? Parce qu'on a fouillé son historique de navigation et on serait tombé sur des sites qu'il aurait consultés, des sites mettant en avant le fait d'être ligoté pendant qu'on a des petites relations, ce genre de choses. D'ailleurs, on a même retrouvé dans son appartement des vêtements féminins. On raconte même qu'un jour, ses propriétaires l'ont surpris, attaché au lit, appelant à l'aide. Alors, l'affaire est close, classée et étouffée. Mais pour beaucoup, tout sonne faux. Le détective chief inspector Colin Sutton dénonce de son côté une mise en scène. L'appartement était trop propre. Il n'y avait aucune empreinte, aucun ADN, comme si en fait Garrett n'avait jamais vécu dans le logement. Le chauffage, alors qu'on était en plein été, était réglé au maximum, une méthode qui est connue pour accélérer la décomposition, mais aussi effacer toute trace de poison. Sur la table basse, il y avait des effets personnels à Garrett, portefeuille, téléphone qui étaient parfaitement alignés, presque comme un piège qui était là pour désorienter l'enquête. Pour Sutton, tout crie effacement. Alors que s'est-il passé ? Un expert indépendant a tenté de reproduire l'expérience. La fameuse expérience de s'enfermer dans un sac tout seul. Ce n'était pas possible. Donc, quelqu'un a aidé Garrett, vivant ou mort, à rentrer dedans. Puis quelqu'un a verrouillé le cadenas, et ce quelqu'un savait exactement ce qu'il faisait. Alors, officiellement, Garrett est décédé à la suite d'un jeu intime qui a mal tourné. Officieusement, il reste l'ombre d'un homme qui en savait trop. Peut-être sur la Russie, peut-être sur les réseaux de blanchiment d'argent, ou peut-être même sur des secrets que nous ne devons jamais connaître. Alors on a sali son nom, on a effacé ses traces, mais la question glaciale, elle, persiste encore. Qui voulait que Garrett Williams se taise à jamais ? Le mormonisme fascine, intrigue et divise depuis près de 2 siècles. Et pour comprendre pourquoi cette religion s'est fracturée en une multitude de branches, il faut revenir à un jour précis. Un jour où tout a basculé, le 27 juin 1884. Ce jour-là, le prophète Joseph Smith, fondateur de l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, ils auraient dû faire légèrement plus long. Bref, je fais un peu d'humour là-dessus, mais malheureusement, il a été abattu dans des circonstances sanglantes. Et c'est sa mort, son assassinat, qui justement a marqué à jamais l'histoire du mouvement. Et ensuite, qui a plongé ses fidèles dans un chaos dont ils ne se relèveraient jamais vraiment. Tout commence en 1830. À seulement 24 ans, Joseph Smith affirme avoir reçu une vision divine. Un ange nommé Moroni lui aurait montré des plaques d'or gravées au IVe siècle, retraçant l'histoire d'un peuple oublié venu d'Israël, un peuple installé autrefois sur le continent américain. Joseph traduit ce texte et publie le livre de Mormon. Autour de lui, une nouvelle église naît, portée par une foi brûlante et des croyances singulières. Mais très vite, les tensions éclatent. Parmi les pratiques les plus controversées, il y a la polygamie. Joseph Smith, dans le secret, encourage certains proches à prendre plusieurs épouses. Et dans l'Amérique puritaine du 19e siècle, ces révélations alimentent scandales, rumeurs, mais aussi de la haine. Chassés du Missouri, les Mormons se retrouvent en Illinois, où Joseph fonde la ville de Nauvoo. Protégée par une charte spéciale, cette cité devient un sanctuaire. Ses habitants jouissent d'une large autonomie, d'une milice locale, la Nauvoo Legion, un groupe fort de 5000 hommes, prêts à défendre la communauté. Et naturellement, à l'extérieur,
cette indépendance inquiète. Aux yeux des habitants des environs, Joseph n'est plus seulement un prophète, il devient un chef militaire, un homme bien trop puissant et dangereux. Et c'est en 1844 que la tension explose lorsqu'un journal local, le Nouveau Expositor, publie des accusations incendiaires. Joseph Smith pratiquerait bel et bien la polygamie. Il serait déjà marié à 8 femmes et il serait en train d'en séduire encore d'autres, y compris des femmes déjà mariées. Là, le scandale est immense. Joseph, en tant que maire de Nauvoo, ordonne la destruction de la presse locale, un geste perçu bien sûr comme un affront à la liberté de la presse, à la liberté d'expression. La haine enfle, les foules s'enflamment, et très vite un mandat d'arrêt est lancé contre Joseph Smith. Le motif, la trahison. Mais le 27 juin 1844, alors qu'il fait très chaud dans l'Illinois, Joseph Smith est avec son frère, Hiram et quelques fidèles, en prison dans l'attente de leur procès. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que dehors, il y a une foule armée d'environ 200 hommes, le visage peint en noir, qui se rassemblent. Dans sa cellule, un ami glisse à Joseph discrètement un petit revolver à 6 coups, au cas où. Et en fin d'après-midi, un grondement sonne à l'extérieur. Puis, le chaos. Les assaillants forcent les portes de la prison. La milice locale censée protéger Joseph recule volontairement pour laisser entrer les foules. Et à l'intérieur de la cellule, Joseph et ses compagnons tentent de bloquer la porte et des coups de feu retentissent. Des balles traversent la porte, Hiram est atteint au visage, il s'effondre, mort instantanément et le chaos ne fait qu'augmenter. Joseph dégaine son petit revolver, il tire. Certains témoins disent qu'il a réussi à toucher plusieurs assaillants, d'autres que l'arme s'est enrayée. Les balles pleuvent, de la fumée commence à envahir la cellule, et quand Joseph n'a plus de munitions, il ne lui reste que une option, la fuite. Il grimpe sur l'appui de la fenêtre, mais il ne sortira pas. Un tir le frappe dans le dos, un autre lui transperce la poitrine. Joseph chute lourdement dans la cour, et même à terre, son calvaire ne s'arrête pas. Certains affirment qu'il était déjà mort, d'autres qu'il respirait encore, mais des hommes l'ont pris. Ils l'ont adossé contre un puits, et lui ont tiré de nouveau plusieurs fois dessus. Ce 27 juin 1844, à 38 ans, Joseph Smith meurt dans la poussière de Carthage, aux côtés de son frère Hiram. Mais la mort de Joseph Smith plonge l'église dans le chaos. 3 personnes revendiquent sa succession. Sidney Rigdon, qui était le bras droit de Joseph, James Strang, qui prétend avoir reçu une lettre le désignant comme héritier, et Brigham Young, le président du quorum des 12 apôtres. Alors, avec ces 3 prétendants au trône, si on peut dire ça comme ça, et le mouvement se fracture. Brigham Young rallie la majorité des fidèles et il les conduit dans un exode à travers l'Ouest sauvage jusqu'en Utah où s'établira par la suite la branche principale du mormonisme. Mais d'autres refusent de le suivre. Certains forment la branche strangide, ceux qui suivaient James Strang, et d'autres fondent la communauté du Christ. Et près de 2 siècles plus tard, cette division perdure encore. Une division qui a connu ses débuts dans la chaleur étouffante de l'été 1844 et qui a pris forme d'une balle traversant la poitrine de Joseph Smith. La noyade, l'une des façons les plus terrifiantes de mourir. Une fois le corps entièrement submergé, le processus s'enclenche, lentement, inexorablement. Tout commence par ce que l'on appelle l'apnée volontaire, ce réflexe instinctif de retenir sa respiration sous l'eau. En moyenne, la plupart des gens parviennent à tenir entre 45 et 60 secondes avant que le corps ne commence à réclamer de l'air. Si, au bout de ces quelques secondes, aucune surface n'est en vue, le corps entre en panique totale. Les poumons brûlent, la peur monte en flèche, pendant que le dioxyde de carbone sature le sang et que l'oxygène s'épuise. Puis, inévitablement survient le réflexe fatal, une inspiration incontrôlable, mais sous l'eau. En un instant, l'eau s'engouffre par le nez, la bouche, la trachée. Le corps lutte, se débat, mais il est déjà trop tard. Après cette dernière bouffée, vient la faim. Et c'est pour cette raison que le waterboarding, qui reproduit cette sensation de noyade, est considéré comme l'une des méthodes d'interrogatoire les plus terrifiantes et inhumaines jamais inventées. Pendant la terreur, au cœur de la Révolution française, des centaines de milliers de personnes furent exécutées ou moururent en prison, souvent sans avoir commis le moindre crime. Dans la ville de Nantes, un homme en particulier fit couler des rivières de sang. Il ordonna la noyade de milliers d'innocents. Son procédé macabre et méthodique fut baptisé d'un nom cynique, les mariages républicains. Mais ces unions n'avaient rien de romantique, et encore moins de joyeux. Après la naissance de la Première République, la Révolution française sombra dans l'une de ses périodes les plus sombres.
la période de la terreur. Les historiens débattent encore de la date exacte de son commencement, mais pour la plupart, cette ère sanglante s'étend de septembre 1793 à juillet 1794. Une époque où la peur régnait et où la mort frappait partout. Sous la terreur, la France plongea dans un chaos sanglant. Les massacres de masse et les exécutions publiques se multipliaient, attisés par la lutte entre révolutionnaires radicaux et opposants, les conflits autour de l'autorité religieuse et les accusations de trahison prononcées par le Comité de salut public, véritable gouvernement de l'époque. Les chiffres donnent le vertige. On estime qu'au moins 300 000 personnes furent arrêtées. 17 000 furent officiellement exécutées, mais ce nombre pourrait être bien plus élevé. Pour beaucoup, il n'y a même pas eu de procès. Près de 10 000 prisonniers moururent dans les cachots, ou furent condamnés à mort sans jamais voir la lumière d'un tribunal. C'était une époque où la suspicion seule pouvait vous coûter la vie. Durant la terreur, la mort prenait des formes d'une cruauté inimaginable. La guillotine, censée offrir une fin rapide et humaine, paraissait presque clémente comparée à certaines méthodes employées. Parmi elles, l'une des plus atroces, le mariage républicain. Une pratique macabre qui aurait été utilisée à Nantes, sur les rives de la Loire. Le procédé était d'une barbarie absolue. On attachait ensemble, nus, un homme et une femme avant de les précipiter dans les eaux glacées du fleuve. Il n'y avait aucune logique, aucun répit. On unissait les vieux avec les vieux, les enfants avec les enfants, les prêtres avec les religieuses, tous condamnés à une tombe d'eau. Et derrière cette horreur se cachait un nom, Jean-Baptiste Carrier. C'est lui qui, à Nantes, organisa et supervisa cette méthode d'exécution monstrueuse. Jean-Baptiste Carrier était un politicien et fervent révolutionnaire. En octobre 1793, il fut envoyé à Nantes comme représentant en mission mandaté par la Convention nationale. Sa mission était claire: écraser toute forme d'opposition. À Nantes, il devait mettre un terme à toute activité considérée comme anti-révolutionnaire, peu importe le prix. Mais personne ne pouvait imaginer jusqu'où Carrier serait prêt à aller pour accomplir son devoir. À son arrivée à Nantes, Carrier mit rapidement en place un tribunal révolutionnaire. Son objectif affiché, se débarrasser rapidement des foules de prisonniers entassés. Pendant un temps, des procès expéditifs furent organisés. Mais très vite, Carrier décida qu'il n'avait plus besoin de justice. Il se fit juge, jury et bourreau. Certains furent fusillés, d'autres envoyés à la guillotine, et pour les plus nombreux, Carrier choisit de les faire disparaître autrement. C'est alors que commença l'un des épisodes les plus macabres de la Révolution française. À Nantes, sous la terreur, personne n'était à l'abri. Ceux qui ne montraient pas un soutien absolu à la Révolution, les prêtres et religieuses catholiques, et même toute personne suspectée de sympathie royaliste, tous finissaient arrêtés, puis condamnés à mort. Pour Carrier, la sentence ne faisait aucun doute. Son moyen d'exécution favori, les terrifiants mariages républicains. À cette époque, la région de la Loire-Atlantique était ravagée par la guerre de Vendée. La ville de Nantes, en première ligne, était au bord de l'effondrement. Famine, typhus, épidémie, tout menaçait d'emporter la population. Plus de 10 000 prisonniers de guerre, des membres du clergé, mais aussi des citoyens simplement accusés d'être anti-révolutionnaires, étaient entassés dans les prisons de la ville. Les conditions y étaient inhumaines. Faim, maladie, cadavres qui s'amoncelaient. Nourrir autant de bouches était devenu impossible. Les épidémies, elles, commençaient à se propager hors des prisons, contaminant les habitants. Carrier reçut alors un ordre glaçant: contrôler la situation à n'importe quel prix. Et c'est ainsi qu'il décida de mettre en place l'une des méthodes d'exécution les plus atroces de toute l'histoire. Pour notre homme, l'idée paraissait simple, presque efficace: noyer les malades et les prisonniers pour enrayer la propagation des épidémies. Mais derrière cette logique glaciale, c'est une boucherie qui se mit en place. On estime que plus de 4000 personnes périrent ainsi, victimes des noyades et des terrifiants mariages républicains. Des innocents, des familles entières, des femmes, des enfants, des prisonniers politiques, tous furent envoyés vers la mort, sans distinction et sans pitié. Carrier, cynique, donna même à la Loire un surnom macabre: la baignoire nationale. C'est là, dans ces eaux sombres, que des milliers d'âmes furent englouties. Deux historiens français, Archibald Alison et Edward Sherman Gould, ont décrit le mariage républicain d'une manière glaçante. Deux personnes de sexes différents, souvent un vieil homme et une vieille femme, parfois un jeune homme et une jeune femme, entièrement dépouillés de leurs vêtements, étaient attachés l'une à l'autre devant la foule. On les exposait ainsi sur une barque pendant une demi-heure, puis on les précipitait dans la Loire. Mais la barbarie ne s'arrêtait pas là. Les prisonniers,
femmes enceintes, enfants, vieillards, étaient entassés sur de grandes barques appelées des allèges, conçues spécialement pour les noyades de masse. Ces embarcations, entourées de garde-corps, empêchaient les captifs de se jeter à l'eau pour tenter d'échapper à leur sort. Leurs coques étaient percées de bouchons placés au ras de l'eau, et au signal, les hommes de carrier, postés sur d'autres bateaux ou sur la rive, retiraient les bouchons et la lège commençait à sombrer lentement. Piégés, enfermés, les condamnés regardaient l'eau glaciale monter autour d'eux, jusqu'à ce que la Loire les engloutisse complètement. Nus, ligotés, entassés sur les barques, ils attendaient parfois des heures, livrés au vent glacé et à la pluie, en sachant que la mort approchait et qu'ils ne pouvaient rien faire. Les plus chanceux recevaient un coup de crosse sur le crâne, les plongeant dans l'inconscience juste avant que les bouchons ne soient retirés. Les autres, eux, vivaient chaque seconde de leur agonie. Une légende raconte que le bourreau en chef de carrier serait tombé raide mort après avoir assisté à la noyade d'une barque pleine d'enfants hurlants. Carrier, dit-on, aurait alors pris sa place sans la moindre hésitation. Qu'il y ait participé directement ou qu'il soit resté sur la rive à superviser ces noyades, une chose est sûre, il en portait complètement la responsabilité. Au début, ces mariages républicains se déroulaient la nuit pour tenter de les cacher aux habitants et aux autres prisonniers. Mais très vite, Carrier jugea que ce n'était plus nécessaire. Alors, il donna un nouvel ordre glaçant. Désormais, les exécutions se feraient en plein jour. Mais peut-être que ces mises à mort en plein jour avaient aussi un objectif caché. Intimider la population, décourager quiconque d'oser s'opposer à la Révolution, sous peine de finir lui aussi dans les eaux de la Loire. Certaines sources historiques vont encore plus loin. Elles évoquent des récits où, avant même d'être précipitées dans le fleuve, certaines femmes étaient victimes d'abus insoutenables de la part d'hommes postés sur la rive. Des témoignages affirment même que Carrier lui-même aurait participé à ces atrocités. Dans ces conditions, pour beaucoup, la noyade finissait presque par sembler une mort plus clémente. En 1794, Carrier quitta Nantes pour se rendre à Paris, convoqué lors du procès de Robespierre, figure puissante et controversée de la Révolution. Et très vite, les langues se délièrent, les témoignages s'accumulèrent. On l'accusa directement des noyades de Nantes, de ces milliers d'âmes englouties dans la Loire. Le 3 septembre 1794, il fut arrêté. Lors de son procès, il tenta de nier, affirmant ne rien savoir des crimes qu'on lui reprochait. Mais la liste des accusations était accablante. Pillage, abus de pouvoir, meurtre de femmes et d'enfants, exécutions massives et bien sûr, les mariages républicains. À la date du 16 décembre 1794, Jean-Baptiste Carrier fut guillotiné. Une fin rapide, presque clémente, comparée à l'horreur qu'il avait imposée à ses victimes. Il ne fait aucun doute que Carrier a ordonné la noyade de milliers de personnes à Nantes, entassées sur ces sinistres embarcations. Mais ce qui reste encore sujet à débat, ce sont les fameux mariages arrangés. Leur existence n'a réellement été évoquée qu'au procès de Carrier en 1794. Plusieurs témoignages et lettres mentionnent ces unions macabres, mais tous reconnaissent n'en avoir jamais été témoins. Aucune preuve tangible n'a jamais été retrouvée. Ni document, ni compte-rendu, ni rapport officiel. Même les procureurs et la défense signalèrent à l'époque qu'il n'existait aucun élément concret pour soutenir ces accusations. Pourtant, la légende a pris racine. Au fil des années, livres et articles ont brodé autour de cette image glaçante d'un prêtre et d'une nonne attachés nus, précipités ensemble dans la Loire. Une vision devenue iconique, mais que beaucoup d'historiens considèrent aujourd'hui comme une exagération. Alors ces mariages ont-ils vraiment existé? Rien n'est certain. Ce qui en revanche ne fait aucun doute, c'est que des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants ont bel et bien été noyés, volontairement sur ordre de Carrier. Peut-être étaient-ils nus, peut-être attachés ensemble, peut-être simplement enchaînés au bateau pour les empêcher de fuir. Mais une chose est sûre, que les mariages républicains soient réels ou mythiques, la seule idée de mourir ainsi, englouti vivant, reste l'une des fins les plus atroces qu'un être humain puisse imaginer. À la date du 10 juillet 1931, dans la petite ville minière de Jérôme, en Arizona, une chaleur étouffante écrase les ruelles poussiéreuses. Et à l'intérieur de l'un des bordels les plus chics de la ville, le corps sans vie de Juanita Marie dit Sammy Dean est retrouvé. Son visage porte les marques d'une lutte acharnée. Son cou montre les traces indéniables d'une strangulation. Pour les habitants, c'est un choc. Dans ce monde où se mêlaient argent, luxe et désir interdit, la mort rôdait toujours dans l'ombre. Mais ce meurtre-là, brutal, sauvage, semblait cacher autre chose. Parce que Sammy Dean n'était pas une inconnue. C'était une jeune femme de 30 ans, belle, convoitée, et elle travaillait dans le quartier rouge de Jérôme. Ses clients étaient triés sur le volet. Notables,
Homme puissant, aventurier fortuné, elle menait une vie confortable. Elle possédait sa propre voiture et gardait un écrin rempli de bijoux offerts par ses admirateurs. Elle semblait intouchable. Mais à Jérôme, surnommée la ville la plus dépravée d'Amérique, rien n'est jamais vraiment sûr. Derrière les lumières et les rires se cachaient les jalousies féroces, les vengeances secrètes et les secrets qu'on tue pour protéger. Lorsque la police arrive sur les lieux, la scène est chaotique. Meubles renversés, tiroirs vidés, objets dispersés partout. Pourtant, rien n'a disparu. L'écrin de bijoux de Samy est intact et son argent aussi. Le meurtrier n'était pas venu pour la voler. Et près du corps, il y avait un détail glaçant. Le berger allemand de Samy, réputé comme étant extrêmement protecteur, était assis tranquillement, la tête basse. Aucun signe d'agression. Il gémit doucement comme si lui connaissait l'assassin. La police envisage alors une autre piste. Un crime passionnel. Un amant rejeté, un rival humilié, quelqu'un qu'elle aurait menacé de révéler. La liste des suspects s'allonge rapidement, mais personne n'est jamais inculpé. Et pour cause, certains noms font trembler la ville. Le fils du maire, le fils du shérif, un riche notable, même Léo Portillo, le meilleur ami de Samy, et celui même qui a découvert son corps. Tous étaient protégés, tous étaient intouchables. Et l'enquête s'enlise dans un silence de plomb. Derrière les rumeurs, un parfum de complot s'installe. Beaucoup murmurent que l'affaire a été étouffée pour protéger l'un des leurs. Certains documents disparaissent, d'autres sont falsifiés. Même sa propre famille modifie son acte de naissance comme pour brouiller les pistes. Peu à peu, le dossier s'efface, englouti dans l'oubli. Et avec lui, la vérité sur ce qui est réellement arrivé à Samy Dean. Près d'un siècle plus tard, le mystère reste entier. Pourquoi l'a-t-on tué? Qui voulait la faire taire? Et jusqu'où les puissants de Jérôme étaient-ils prêts à aller pour protéger leurs secrets? Chaque année, la ville perpétue sa mémoire à travers un Ghost Walk, retraçant ses derniers jours. Certains habitants jurent même que son fantôme hante encore les ruelles, comme pour réclamer justice. L'histoire de Samy Dean, c'est plus qu'un crime. C'est une cicatrice qui s'est jamais vraiment refermée sur la ville. Un murmure d'ombre et de sang, une ombre, un secret entouré sous la poussière du désert et qui, peut-être, sûrement, ne sera jamais révélé. Maintenant, je vais vous parler d'une femme, Delphine Lalaurie, qui a fait frémir la Nouvelle-Orléans. Elle est née vers 1780, issue d'un père irlandais et d'une mère française de la haute société. Delphine grandit au cœur de l'aristocratie créole et on lui inculqua très tôt l'art du raffinement, du charme, et elle est devenue l'une des femmes les plus belles, mais aussi des plus influentes de la ville. Mais derrière ce visage quasiment parfait, se cachait en fait une obscurité insondable, car dans son manoir, elle faisait subir des supplices à des personnes, des esclaves. Des supplices qui étaient inimaginables, allant de la torture jusqu'au meurtre. Il faut savoir que dans sa jeunesse, ses parents occupaient une place plutôt importante dans la haute société. Son cousin était même maire de la ville entre 1815 et 1820. Delphine, de par son éducation et sa beauté, savait comment user de ses charmes, comment séduire, et c'est pour dire, elle s'est mariée 3 fois, et chacune de ces unions a pu renforcer un peu plus son statut. Son premier mari était un officier royal espagnol et le second, un banquier local avec une certaine influence. Mais c'est sa 3e union, celle avec un docteur, Louis Lalaurie, qui a fait naître sa légende. Anciennement Madame Blanc, elle est devenue la redoutée et redoutable Madame Lalaurie, celle qu'on connaissait comme la grande dame d'un manoir située au niveau de la rue Royale. Au cours de ces différentes unions, notre bonne dame a donné naissance à plusieurs enfants, 6 au total. Pourtant, il n'y a que 2 de ses filles qui vivaient à ses côtés. Dans sa demeure, elle régnait comme une maîtresse absolue. Et elle avait des domestiques, mais aussi des esclaves. En tant que femme, elle semblait avoir une situation idéale. Elle semblait indépendante, déterminée, elle avait ses propres affaires, gérait sa propre fortune, et elle tenait à tout gérer elle-même. Elle donnait cette image de femme forte et raffinée, une image qui cachait quelque chose de plus terrible. Dans le secret de son manoir, elle aurait torturé et assassiné plusieurs de ses esclaves. Au total, on dénombrerait 4 victimes, selon les rapports officiels, mais on soupçonne qu'il y en aurait eu beaucoup plus. À première vue, sa demeure était un mélange d'élégance, de prestige, quelque chose qui était le symbole de richesse, vraiment le summum du raffinement créole de la Nouvelle-Orléans. Mais à l'intérieur, elle s'adonnait à ses plus sombres penchants, son penchant pour la souffrance humaine. C'est en 1833 qu'elle a attiré l'attention des autorités locales, parce que malgré son statut et son influence, on se doutait fortement de ce qu'il se tramait à l'intérieur des murs de sa maison. D'ailleurs, ce qu'il se passait semblait même
affecter les propres filles de Delphine, qui devraient avoir plutôt la joie de vivre en ayant une grande fortune, un bon statut social, une influence, mais à chaque fois qu'elles étaient aperçues, elles semblaient comme éteintes, sans joie, comme si elles étaient constamment écrasées par une atmosphère extrêmement lourde. Une des histoires les plus sombres entourant Madame Lalaurie concerne une fillette de 12 ans, une esclave nommée Lia. Un jour, alors qu'elle brossait les cheveux de sa maîtresse, la petite fit un nœud dans sa chevelure. Furieuse, Delphine a saisi un fouet et la petite, horrifiée, s'est enfuie. Ses petites jambes la portèrent jusqu'au 2e étage, puis dans les combles, jusqu'à ce qu'elle se retrouve sur le toit du manoir. Un voisin observa la scène, et là, Madame Lalaurie a surgi. Sur le toit, elle aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite? C'est le mystère, c'est assez flou. Ce qui est sûr, c'est que la petite a chuté du toit. Est-ce qu'elle a glissé ou est-ce que Madame Lalaurie l'a poussée? Ça, c'est la partie brumeuse de l'histoire. Le voisin n'a pas pu témoigner de ce qui s'est passé, étant donné qu'au moment où il a vu la scène, il a détourné le regard, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a bel et bien entendu le bruit de l'impact du corps de la petite sur le sol. Quand elle a été ramassée plus tard, ses membres pendaient, et elle a été enterrée à la hâte dans un coin du jardin, sans le moindre respect pour sa dépouille. Il y a eu une enquête qui a été réalisée par des autorités, enquête qui a révélé que la maîtresse de maison était très abusive vis-à-vis de 9 esclaves qui lui appartenaient. Elle n'a pas pu échapper à sa peine, une lourde peine, une petite amende. Et aussi la confiscation des personnes qui étaient concernées par ces abus, donc les esclaves. Mais bien sûr, ça n'allait pas arrêter Delphine Lalaurie. Maintenant privée de ses esclaves, elle a manipulé sa famille pour les obtenir de nouveau. Elle a joué de ses relations avec sa famille pour leur imposer le fait de racheter les esclaves. Et qu'ensuite Delphine puisse les racheter derrière encore. Comme ça, les transactions se faisaient un peu sous le manteau. Et à la date du 10 avril 1834, encore une fois, la terreur s'abat sur le manoir des Lalaurie. Dans la cuisine, une esclave de 70 ans avait atteint ses limites. Elle était enchaînée à un fourneau, condamnée à toujours préparer des repas pour Madame Lalaurie et ses invités. Mais un jour, dans un mélange de désespoir et de peur, la vieille femme a décidé de mettre fin à ses jours de manière extrêmement radicale. Elle s'est mis le feu dans la cuisine, espérant emporter le manoir avec elle dans les flammes. Les flammes se sont rapidement propagées, mais pas assez pour que l'entièreté de la maison ne brûle. Les pompiers et la police sont arrivés sur place, et pendant que la maîtresse de maison s'évertuait à sauver ses meubles les plus précieux, les autorités, elles, ont trouvé la vieille femme au milieu des flammes, enchaînée à son fourneau, mais en vie. Elle a été sauvée, et c'est là qu'elle a fait sa confession. Elle a avoué avoir elle-même lancé l'incendie. Elle a dit qu'elle a fait ça parce qu'elle préférait clairement mourir que de vivre un jour de plus dans la maison aux côtés de cette femme apparemment monstrueuse. Elle ajouta également que souvent sa maîtresse emmenait des esclaves à l'étage supérieur, mais qu'à chaque fois elle redescendait toute seule. Concrètement, ces esclaves ne redescendaient jamais, on ne les voyait plus. Le moment de l'incendie a beaucoup fédéré, c'est-à-dire que beaucoup de voisins d'habitants du quartier se sont joints au secours pour aider à faire évacuer la maison, notamment les esclaves. Et il se trouve que Madame Lalaurie et son mari refusaient de donner la clé du quartier des esclaves. Donc, la porte a été défoncée. Et ce qui a été découvert de l'autre côté de la porte, c'était littéralement un cauchemar éveillé. Il y avait 7 esclaves, horriblement mutilés, qui étaient suspendus par le cou. Leurs membres étaient déchirés et avaient été étirés, parfois jusqu'à l'impossible. Un des esclaves avait un large trou dans le crâne, son corps de la tête aux pieds était couvert de cicatrices et il était même en train d'être rongé par des vers. Et beaucoup d'autres étaient dans le même état. Bien sûr, tout ça, ça a fait beaucoup parler. Enfin, tout le monde avait la preuve de quel était le vrai visage de cette fameuse Madame Lalaurie, celle qui semblait d'extérieur si parfaite. Plus tard, une fois l'incendie géré, il y a eu d'autres enquêtes plus approfondies concernant l'état des esclaves qui ont été retrouvés. Certains étaient enchaînés, parfois dans des positions quasiment impossibles à tenir, ou en tout cas très douloureuses. Certains avaient des mains clouées au-dessus de la tête. Il y en avait qui avaient une sorte de machine au niveau du cou avec des pointes qui clairement les empêchaient de bouger. Sur le mur, il y avait un fouet qui avait été laissé là, qui était encore taché de sang. Et toutes ces révélations ont eu l'effet d'une déflagration. Ça dépassait l'entendement. Tout le monde était profondément choqué, naturellement, même si je suppose qu'à l'époque de l'esclavagisme, c'était quelque chose de plutôt commun malheureusement. Et ensuite, à ça, forcément, l'obscène attire l'obscène, c'est-à-dire que des gens ont commencé à rajouter des couches de glauque, d'horreur, et ça on ne sait pas si ce sont des horreurs véritables ou juste
des produits de l'imagination de ceux qui ont entendu la véritable histoire de Madame Lalaurie. Certains racontent qu'il y avait des esclaves avec les entrailles qui sortaient carrément de leur ventre, qu'on les avait enroulés autour de la taille des esclaves comme si c'était une ceinture. D'autres que Madame Lalaurie avait brisé le dos d'une femme esclave pour ensuite le ressouder derrière. À penser et à dire, ça fait très mal au dos. Et beaucoup disaient aussi que dans le grenier, c'était là qu'elle entassait tous les corps des esclaves qui avaient perdu la vie. Sur ça, est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Il vaut mieux se contenter pour sûr des rapports officiels. Mais que ce soit des faits réels ou alors des fantasmes, ce sont tous ces éléments qui ont créé la légende noire autour de cette fameuse Madame Lalaurie. D'ailleurs, après l'incendie et la découverte de tout ce qui s'est passé, il y a une énorme fureur qui s'est lancée sur la Nouvelle-Orléans vis-à-vis des personnes qui étaient du même rang social que Madame Lalaurie, donc riches, fortunées, influentes, etc. En apprenant toutes les horreurs qui se passaient dans son manoir, les foules se sont mobilisées et s'y sont rendues. Il faut savoir que le manoir n'avait pas été réduit en cendres par les flammes, il était encore bien portant, donc les gens se sont précipités, tous les créoles, pour réduire en pièces ce qu'il restait, cette bâtisse qui représentait clairement Madame Lalaurie, son influence, son charme, mais aussi sa monstruosité. Donc il ne restait absolument plus rien. C'était un théâtre de chaos dans l'endroit, et sûrement ce que vous vous demandez, c'est Madame Lalaurie, qu'est-ce qu'elle a fait? Eh ben c'est simple, elle a senti que le vent tournait en elle, alors elle s'est barrée, elle s'est enfuie, elle est partie à Paris, elle a tout laissé derrière elle, même ses deux filles. D'ailleurs, ces deux filles qui étaient présentes quand toute la foule est allée envahir le manoir se sont enfuies par les fenêtres, et selon ce qu'on raconte, elles auraient ensuite vécu dans une pauvreté extrême, complètement délaissées par leur mère. Madame Lalaurie, elle, en France, elle a complètement changé de nom, elle est sûrement partie s'installer dans une province française, et elle serait, selon ce qu'on dit, décédée le 7 décembre 1849, en France donc, et ses restes auraient été secrètement rapatriés à la Nouvelle-Orléans, là où elle aurait passé une majorité de sa vie. Si son histoire a autant fasciné, c'est déjà parce que ça ressemble à une fiction horrifique alors que c'est quelque chose de bien réel, et c'est aussi parce que ça montre factuellement les nombreux sévices qu'ont pu vivre des esclaves, parce qu'il est fort à penser que ce que réalisait Madame Lalaurie vis-à-vis d'eux, eh bien, elle n'était pas la seule à le faire. Beaucoup de personnes ayant des esclaves faisaient exactement comme elle, voire parfois faisaient même peut-être pire. Bien sûr, dans son manoir, ou ce qu'il en reste, il y a eu tellement d'horreurs qui ont été réalisées qu'on commence à raconter maintenant que le lieu est maudit, hanté. Certains disent avoir vu des apparitions, entendre des hurlements la nuit, voir parfois des fantômes d'esclaves errer dans les couloirs, ce qui a fait de ce manoir l'endroit le plus hanté de la Nouvelle-Orléans. Jean-Pierre Chéride naît en 1940 à Alger. D'origine marocaine, il grandit pour devenir l'une des figures les plus radicales de l'extrême droite française, un mercenaire redouté. Ancien parachutiste de l'armée française, il rejoint ensuite l'organisation armée secrète, la tristement célèbre OAS, durant la guerre d'Algérie qui déchira le pays entre 1954 et 1962. Un conflit qui allait forger son idéologie et son goût pour les opérations clandestines. En 1976, Jean-Pierre Chéride refait surface, cette fois-ci en Espagne. Il y collabore avec des mercenaires d'extrême droite, employés directement par les services secrets espagnols. Cette année-là, il participe même au massacre de Monteilloa, l'une des opérations les plus sanglantes de l'époque. Mais son parcours ne s'arrête pas là. À plusieurs reprises, il tente d'assassiner le général Charles de Gaulle, président emblématique de la France d'après-guerre, et en 1978, il parvient à exécuter un coup retentissant, l'assassinat d'Argala, figure majeure du mouvement séparatiste basque. Alors qui était vraiment cet homme? Un simple mercenaire ou un fantôme de la guerre dont la vie n'était qu'une succession d'opérations clandestines et de sang versé? On sait finalement peu de choses sur la jeunesse de Jean-Pierre Chéride. Ce qui est certain, c'est qu'il servit dans l'armée française comme parachutiste durant la guerre d'Algérie. C'est là qu'il se rapproche de l'organisation armée secrète, la redoutable OAS. Cette organisation paramilitaire d'extrême droite, formée en pleine guerre, avait un objectif clair, empêcher coûte que coûte l'indépendance de l'Algérie. Pour y parvenir, elle n'hésitait pas à recourir au terrorisme, multipliant attentats, assassinats et bombardements. Une plongée dans l'ombre dont Chéride ne sortira plus jamais. L'OS s'appuya sur des réseaux déjà existants, des groupes qui se surnommaient eux-mêmes contre-terroristes, forces d'autodéfense ou tout simplement
la résistance. Avant même sa création officielle, ces réseaux menaient déjà des attaques ciblées contre le Front de libération nationale algérien et tous ceux qui soutenaient la cause indépendantiste. L'organisation fut officiellement fondée en janvier 1961 en Espagne en réaction directe au référendum d'autodétermination pour l'Algérie organisé par Charles de Gaulle. Car l'histoire coloniale entre la France et l'Algérie, au XIXe comme au XXe siècle, était une blessure ouverte. Pour certains, l'offre de Gaulle semblait morale, juste, presque inévitable. Mais pour d'autres, c'était une trahison insupportable, une atteinte à la suprématie française qu'ils étaient prêts à défendre dans le sang. Dès avril 1961, l'OAS lança une véritable campagne de terreur. En 2 ans à peine, ces attentats en France et sur les territoires algériens firent près de 2000 morts. Durant cette période, tout porte à croire que Jean-Pierre Chéride participa directement à certaines de ces opérations sanglantes. Il est d'ailleurs avéré qu'il fut impliqué dans plusieurs tentatives d'assassinat contre Charles de Gaulle. En métropole, l'OAS recrutait largement au sein de groupes politiques fascistes animés par l'idée d'une Algérie française éternelle. Mais sur le sol algérien, sa composition était plus hétéroclite. L'une de ces branches était dirigée par Jean Guénassia, à la tête d'un groupe d'Algériens juifs, et leur objectif était de riposter aux attaques du FLN contre les quartiers juifs. Dans ce chaos, Chéride s'enfonçait chaque jour un peu plus dans les zones d'ombre de l'histoire, jusqu'à devenir un homme de l'ombre lui-même. La première victime de l'OAS fut Pierre Popy, avocat et président du Mouvement républicain populaire, une organisation démocrate chrétienne. Son crime, avoir déclaré à la télévision nationale « L'Algérie française est morte ». Peu après, l'OAS frappa encore. Roger Gavoury, chef de la police française à Alger, fut assassiné. Rapidement, l'organisation se fit une réputation terrifiante. Ses membres utilisaient des explosifs plastiques et frappaient sans prévenir. Leur objectif principal, cependant, avait un nom. Charles de Gaulle. Le 22 août 1962, dans la banlieue de Petit-Clamart, une embuscade est tendue à son convoi présidentiel. Les balles criblent sa limousine, mais miraculeusement, de Gaulle en sort indemne. L'opération, orchestrée par Jean-Bastien Thierry, avec l'appui de Jean-Pierre Chéride, venait d'échouer. L'année suivante, Bastien Thierry fut exécuté, de Gaulle refusant de lui accorder la grâce présidentielle. Mais la violence extrême de l'OAS finit par lui coûter cher. L'organisation se retrouva assiégée de toutes parts. Le service secret français, les paramilitaires gaullistes et même une partie de l'opinion publique algérienne et française. Début 63, l'OAS est anéanti. Ses membres sont morts, capturés ou en fuite. Beaucoup d'entre eux s'exilent alors, rejoignant des luttes anticommunistes aux 4 coins du monde. C'est ainsi que Jean-Pierre Chéride, ancien soldat devenu homme de l'ombre, finit par trouver refuge en Espagne, un rebelle en quête d'une nouvelle cause. Il fallut attendre 1976 pour que Jean-Pierre Chéride refasse surface, cette fois en Espagne. Désormais exilé, il s'était rapproché d'un réseau de mercenaires d'extrême droite, recrutés directement par les services secrets espagnols. Leur mission, participer au massacre de Monteillora, une attaque sanglante menée contre les militants du parti carliste de gauche. C'est à partir de là que la vie de Chéride bascula définitivement dans l'ombre. Un monde où la politique, la guerre et les services secrets se mêlaient dans un balai mortel. Le parti carliste, d'orientation socialiste, s'opposait farouchement au régime de Franco, une idéologie insupportable pour Chéride et ses alliés nationalistes. Le 9 mai 1976, les néofascistes passent à l'action. Parmi eux, Jean-Pierre Chéride figure très probablement. L'attaque tourne au carnage, 2 militants carlistes sont tués, 3 autres grièvement blessés. Mais les carlistes étaient pris entre deux feux. Ils subissaient aussi les attaques des partisans franquistes. L'implication du gouvernement espagnol semblait flagrante. La situation était si évidente que même le magazine britannique The Economist s'interrogea publiquement, en se demandant comment, dans une région aussi surveillée, plus de 50 hommes armés ont-ils pu préparer une embuscade de 24 heures et ouvrir le feu sans attirer l'attention. Chéride reste dans l'orbite des services secrets espagnols. Cette collaboration va l'entraîner dans un conflit encore plus sombre. La guerre clandestine menée contre l'État, l'organisation séparatiste basque. Et c'est durant cette période qu'il participe à l'assassinat de José Miguel Benaran Ordenana, figure emblématique du séparatisme plus connu sous le nom d'Argala. Pour Chéride, il n'y avait plus de retour possible. Il était désormais l'instrument des guerres secrètes. Argala n'était pas n'importe qui. Membre influent de l'État, il avait participé à l'assassinat qui avait marqué l'histoire de l'Espagne, celui de Luis Carrero Blanco, le premier ministre de Franco en 1973. Ce jour-là, l'explosion fut si puissante
que la voiture de Blanco fut projetée à une telle hauteur qu'on le surnomma après sa mort le premier astronaute d'Espagne. Mais quelques années plus tard, Argala subit à son tour le même sort. Un attentat à la voiture piégée le réduisit au silence. Officiellement, personne ne revendiqua l'attentat. Pourtant, personne n'était dupe. Tout indiquait l'implication de nationalistes radicaux, très probablement avec le soutien discret de l'État. Dans l'ombre, Jean-Pierre Chéride était déjà devenu un acteur clé de cette guerre clandestine. Après la mort d'Argala, il poursuivit sa traque des membres de l'État. Sa prochaine cible, l'un des activistes les plus influents de l'organisation. L'opération fut un échec, mais Chéride ne comptait pas s'arrêter là. Obsédé par son combat contre les séparatistes basques, il frappa de nouveau. Cette fois-ci, il réussit à éliminer 2 autres militants de l'État, Enrique Alvarez et José Martín Sagardia. Pour Chéride, chaque assassinat était plus qu'une mission. C'était une guerre personnelle. Quiconque s'opposait à sa vision du nationalisme devenait une cible. Au bout de sa vie, Jean-Pierre Chéride est mort le 19 mars 1984, dans une explosion aussi violente que sa propre vie. Pour beaucoup, ce fut un choc. Chéride était un spécialiste des explosifs, un vétéran des opérations clandestines. Et pourtant, ce jour-là, la bombe qu'il préparait explosa prématurément. La charge était destinée à un groupe de membres de l'État, mais ce fut son créateur qui périt, déchiqueté par sa propre arme. L'explosion fut si puissante que des morceaux de son corps furent projetés sur les murs d'une maison voisine. Son faux permis de conduire, miraculeusement intact, permit de l'identifier. Officiellement, il n'y a eu aucun complot. Sa mort fut considérée comme un accident, un coup dur pour les services secrets espagnols qui perdaient l'un de leurs opérateurs les plus expérimentés. Sa famille aurait même reçu une pension à vie du ministère espagnol, bien que les autorités l'aient toujours nié. Même après sa mort, l'ombre de Chéride continua de hanter l'Espagne. En 2008, il était encore accusé d'enlèvement, de torture et même d'être lié à la disparition d'un activiste basque connu sous le nom de Pertur dès 1976, l'année même où il avait refait surface en Espagne. Toute sa vie, Jean-Pierre Chéride avait servi n'importe quelle cause, pourvu qu'elle corresponde à son nationalisme radical. Qu'il combatte les séparatistes algériens pour la France ou les indépendantistes basques pour l'Espagne, il avait toujours été un mercenaire prêt à tuer et à mourir. Et au final, sa fin brutale semble presque inévitable.